Et je suis un fils de ce pays-là. Je suis d'une ancienne génération, bien que en apparence, je parais être beaucoup plus jeune. Je suis de 1977. Donc, j'ai vécu le premier régime. Je me rappelle à peine un peu du premier président, parce qu'on disait président. Lorsqu'on voyait sa voiture, autant de Lansana Conté, autant de Diarra. Tous ces souvenirs en tant qu'enfant, ces souvenirs sont là. Parce que lorsqu'on est enfant, la mémoire est vide. C'est comme une clé USB toute neuve. Donc, on enregistre beaucoup. On a des impressions. Ce qui s'est passé la semaine dernière, peut-être je m'en rappelle même pas, mais ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune, c'est là. Donc, je suis un produit de ce pays. Mais j'ai eu une certaine éducation après l'âge de 13 ans aussi en France, parce que c'était à la mode, il fallait qu'on nous envoie en Europe si les parents pouvaient, quitte à vendre, surtout chez nous, l'heure de la mer ou bien vendre un terrain pour nous amener étudier en France. J'ai passé 11 années. De là, je suis rentré en Guinée pour le visa américain et ça n'a pas été facile. Hein. 9 tentatives, c'est la 9e tentative de visa qui a réussi pour les États-Unis. Aujourd'hui, j'ai la nationalité, mes enfants l'ont, alors que moi, jamais été aux États-Unis parce que j'ai le passeport. Mais je suis rentré en Guinée après 23 ans à l'étranger parce que j'ai réalisé une chose. Je peux être dans le confort de ma vie aux États-Unis en tant que directeur de banque, manager une branche de banque et y passer ma vie. C'est tellement simple pour moi, facile. J'étais dans l'engrenage de la vie américaine et les choses me souriaient. Mais il fallait que je rentre parce que ce pays a besoin de nous. Je suis pas rentré que par pur patriotisme, mais aussi il y a la famille. On laisse un oncle derrière, une tante derrière. Chaque année, vous entendez, ah, tu te rappelles de la tante là? Dès qu'on me dit ce mot, ah, tu te rappelles de tel? Je dis toujours un peu à ma famille maternelle, Maï. C'est le mot qui va avec, quoi. Ah, tu te rappelles de tel? Il est mort? Ah, tu te rappelles, il est mort? Donc, ça me forçait un peu d'être toujours à l'étranger, de regarder mon pays de loin, comme à la télé, et de voir des éléments qui ont constitué ma vie, mourir. Et moi, je suis là, donc je me suis dit, je rentre chez moi parce que le but, c'était d'apprendre, de me former et de rentrer. Donc, j'ai tenu ma parole, je suis rentré. Une fois rentré en Guinée, en 2013, après 23 ans, tout le monde pourtant m'avait déconseillé de rentrer dans ce pays. Tout le monde. Mais je me rappelle d'une chose, je suis parti pour étudier, pour me former et rentrer. Là-dessus, j'ai été rigide et implacable. J'ai pas voulu badiner. Après les diplômes, j'ai eu le maximum de diplômes que je pouvais. En France, j'ai étudié le droit. Pareil, René Descartes. Pendant 4 années, ça, plus ou moins, c'était très dur. Aux États-Unis, j'ai fait un bachelor in international business. Ensuite, j'ai fait un master en sciences des contrats et logistique. Ensuite, j'ai fait un MBA. Ensuite, j'ai fait un diplôme de Harvard en négociation à l'école de droit de Harvard, Harvard Law School à Boston. Mais avant de faire Harvard, j'étais banquier en même temps parce que là-bas, vous pouvez travailler toute la journée et dès 19h, 18h, aller à l'université, étudier jusqu'à 22h30. Ça m'a pas le temps de prendre du repos. 7 ans sans venir en Guinée en vacances. Parce que j'avais une mission, comme un soldat au front. C'est lorsque vous finissez votre mission que vous rentrez. Une fois fini, je rentre. Je vois qu'en Guinée, en fait, à peine la 3G venait d'arriver. Dieu merci. Parce que sans la 3G, là, je serais mort. Parce que la vie en Occident, tu es lié à l'Internet. Tout ce que tu fais, c'est l'Internet. La preuve aujourd'hui, en Guinée, lorsqu'on coupe l'Internet, ne serait-ce qu'une journée. Je dis toujours, il y a l'eau, il y a l'air et il y a l'Internet. Même s'il n'y a pas la nourriture, avec l'Internet, on peut se divertir. La preuve au mois de Ramadan, là, c'est avec l'Internet, on se divertit pour faire passer le temps. Donc, l'Internet venait d'arriver. J'ai essayé de travailler pour le gouvernement à haut niveau, mais malheureusement, j'ai pas été choisi, j'ai pas été appelé. Je dirais plutôt, j'ai été snobé carrément. Lorsqu'on rentre quelquefois dans le pays et qu'on a un diplôme très important, si vous n'avez pas un réseau vraiment qui vous fait, je sors de Harvard et j'ai été snobé. J'ai dit, c'est pas grave. Je sais ce que je sais. Je peux me créer de zéro. Alors, au départ, pour connaître le pays, il faut être peut-être un peu plus malin. J'ai travaillé pour une société de transport ici de conteneurs, une grosse société internationale qui est en Guinée depuis une quarantaine d'années, qui envoie des navires ici chaque semaine. J'ai travaillé en tant que service exécutif. Pour moi, c'était une sorte de
J'étais rétrogradé, quoi, parce que j'étais directeur et là, maintenant, je viens, voilà, les connaissances, c'est pas pareil. Mais j'acceptais ce rôle et mon rôle était très souvent d'aller discuter avec des gros commerçants de Madina, des usines ici. Et donc, ça m'a permis d'avoir une vue de ce qui se passe dans ce pays. Comme une tour de contrôle. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on exporte? Comment la logistique fonctionne? Les usines ici, les entreprises, comment ça fonctionne? Eux tous, ils mangeaient, entre guillemets, ils mangeaient dans ma main, vu que c'est moi qui négociais, ils négociaient avec moi les conteneurs. Et surtout les tarifs des conteneurs. Ce qui se passe à la fin, c'est que j'ai fini au bout de 4 années là-bas. Je suis sorti en me disant à la DRH, j'en ai marre, je sors. Tout d'un coup. Comme la même façon dont j'ai quitté l'Amérique, la même façon dont j'ai quitté la France, j'ai appliqué la même tactique. Quand j'ai fini de remplir ma tête avec les connaissances dont j'ai besoin, je m'en vais pour aller les vendre là où les autres n'ont pas cette connaissance. Alors j'ai fini par comprendre comment le système des industries ici fonctionne. Et donc je suis parti. Un vieil immeuble qui était abandonné par ma chère mère, ma famille qui essayait de construire à son fondement, mais vraiment immeuble abandonné à l'état de brut. Je me suis fait le pari que je peux restaurer cet immeuble, l'édifier, décorer et vraiment créer une usine. Tout le monde, au départ, m'a traité de fou, demandant à la famille de me gérer parce que les diaspos là qui viennent de l'Occident là ont tendance à perdre la tête. Eh bien, je l'ai fait. Les petits sous que j'avais, et le père aussi, étant ancien pétrolier, il aime prendre les risques. Il a dit entente. Je l'ai dit très clairement. Ça sert à rien de vous hériter lorsque vous mourrez. On fait tout maintenant. On fait tout maintenant. On veut tout maintenant. On fait tout maintenant. On prend les risques ensemble. Et je vous donne les pourcentages d'actionnaires dedans. Il a dit entente. Ils vont nous prendre pour des fous. Tous les deux. On a fait ce pari. On y a mis notre cœur d'abord. Parce que d'abord, c'est le cœur. Avant l'argent. On a tout fait. J'ai enlevé costume, cravate, mis basket. Et j'ai foncé là-bas. Au bout de 1 an, 2017, 2018, j'ai pu vraiment finir ce papier. Présentable, habitable. 2019, j'ai super bien décoré et j'ai eu la chance que ça a intéressé les gens. Avec surtout l'avènement des réseaux sociaux, vous pouvez maintenant faire votre marketing presque quasi gratuitement. Avant, dans le passé, avant les réseaux sociaux, réfléchissez quand vous étiez beaucoup plus jeune. Fallait aller voir une société, fallait voir l'OGP, fallait payer tel, fallait payer. C'était trop cher. Aujourd'hui, vous pouvez devenir célèbre millionnaire en faisant presque rien, en diffusant le contenu. Donc, je diffusais un peu le contenu de ce que je faisais de zéro, comment je construisais mes bornes. Ça intéressait. Le vice-président de la Banque mondiale, M. Ganam, a fait Banque mondiale, le vice-président niveau Afrique, dans son jet privé, avec tous les directeurs sectoriels de Banque mondiale, ont atterri à Conakry. Le seul endroit qu'ils ont visité, à part l'hôtel Sheraton où ils habitaient, c'était même pas la présidence, c'était Tchou. C'est ce jour qu'un chef d'État à qui j'ai écrit 9 fois, qui n'a jamais répondu, parce que je voulais lui montrer l'enjeu stratégique de tel banc. De tels bancs numériques peuvent être placés un peu partout, et avec son soutien, je pouvais avoir l'ECOWAS, par exemple, qui prenait ces bancs, qui les mettait dans les mairies, les ministères, dans toutes les administrations d'ECOWAS. Et c'est où la base de toutes ces banques? C'est en Guinée. Où est-ce que toutes ces données seraient? En Guinée. Ou bien au moins une copie là. Ça nous aurait donné un avantage stratégique, mais colossal. Colossal. Il n'a pas répondu. Mais ce jour où le vice-président de la Banque mondiale, il m'a été rapporté. Lorsque le président a demandé, après votre séjour, c'est quoi? Ce qu'il a dit, nous allons aller visiter Muntagaki Tatulipa. Le président a demandé vite fait au protocole de chercher mon numéro. C'est à travers son cardiologue, un deuxième cardiologue qui connaissait mon père. On a fini maintenant, ils ont fini par me dire, le président va t'appeler. Il m'a appelé. Et j'étais là, dans 10 minutes, la délégation arrivée. Pourquoi tu as fait ça? Je suis un entrepreneur privé, je peux faire ce que je veux. Ça a été ma première conversation avec lui. Peut-être qu'il a mal pris ou bien, mais je l'ai simplement dit que je suis libre. Je ne suis pas un ministre, donc je peux faire ce que je veux. Et l'entrepreneuriat, c'est ce que ça permet d'être. La chute de toute cette idée, ce que je vous dis, c'est que l'entrepreneuriat est la seule chose qui va vous développer en tant qu'homme noir. Vous rendre indépendant presque de tout. Vous en fichez. Vous pouvez parler comme vous voulez.
presque personne n'y peut quelque chose. Prenons l'exemple de Donald Trump, par exemple, et de Elon Musk, surtout Elon Musk. Il arrive à la Maison Blanche avec son bébé sur le cou, avec son fils. Vous avez tous vu, non? Pourtant, Zelensky, qui est venu pas en costume, qu'est-ce qu'on lui a? On l'a reproché de ne pas être en costume. Ouais. Mais l'autre est venu en jaquette avec son fils sur le cou. Vous comprenez? Ça pouvait être, par exemple, un scandale. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'entrepreneuriat est la seule chose qui me développe. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à être autonome en faisant mon entrepreneuriat et avec le soutien de la famille aussi. Les banques ont refusé de répondre. Lorsque vous êtes start-upper, que vous partez, vous parlez aux banques, vous n'êtes rien. Alors, où est-ce qu'on peut prendre maintenant où est-ce qu'on peut prendre les financements? Ouais, les financements, la plupart des gens, et c'est là aussi ma formation dans la banque, la plupart d'entre nous avons des oncles, des tantes, des frères, des sœurs qui ont des entreprises, ou qui ont des villas, ou qui ont 2, 3, 4 villas. Ça arrive. Ou vous connaissez tel ou tel ou tel qui a un peu plus de ça. Alors moi, j'ai dit, le financement vient donc de ma famille. Et c'est à partir de là que la famille a commencé. Et je me rappelle lorsque j'ai commencé, vu qu'il y avait la soudure pour les banques, c'est mon oncle aux États-Unis, par exemple, qui avait envoyé 2 petits groupes électrogènes, qui m'a donné un. Je me rappelle le poste de soudure la première fois. C'est mon grand-père qui avait un petit poste de soudure chez lui qui m'a prêté son poste de soudure. C'est comme ça qu'on a commencé. Si aujourd'hui tu peux se permettre d'acheter presque tout type d'équipement, laser, découpe et autre chose, je n'oublie toujours pas là où j'ai commencé. L'idée dedans, c'est qu'il faut être patient. Dans l'entrepreneuriat, la deuxième chose aussi, après l'indépendance dont je parlais, l'autonomie, c'est d'être patient. Tout à l'heure, j'expliquais à M. Barry que le temps que vous avez ici au niveau de la montre, ce temps-là est différent du temps de Dieu. Disons de Dieu, de dirais l'univers. Vous pouvez dire, j'ai fait aujourd'hui un vœu. Le vœu ne s'est pas réalisé depuis 1 mois, 2 mois. Mais c'est pas le temps là qui compte pour la réalisation de vœux ou de vos idées. C'est l'alignement des choses. Si les choses sont alignées dans vos vies, c'est là où on dit, ah, il est chanceux. Non. Les choses étaient alignées pour telle personne pour que l'autre chose principale se passe. Tant que cet alignement n'est pas là, si vous avez la chose, vous la perdrez. J'ai eu des occasions en or où j'ai été invité avec cortège, on va me prendre au niveau de la police de l'air, à l'aéroport, on m'invite, flèche, 3 véhicules, mon véhicule de milieu, moto, sirène, gyrophare, invité par un ministre, pour rencontrer les directeurs des plus grands hôpitaux. Ça, c'était au Mali, fin 2019. Et j'ai difficilement même accepté le voyage parce que je revenais de notre voyage, j'ai pas eu le temps de m'en poser. Mais c'était pas le bon moment. J'ai eu une occasion en or. Mais les choses n'étaient pas alignées pour moi. Si c'était là, aujourd'hui, j'aurais peut-être pu avoir un contrat de 4, 5, 10 millions de dollars. Facile. Mais en ce temps, non. Parce qu'en ce temps, j'étais à la recherche de la qualité, de la finition de mes bancs. Je n'avais pas atteint une certaine qualité. Donc, ces bancs que j'avais, c'était des bancs de présentation. Mais les versions commerciales n'étaient pas prêtes. Donc, vous aurez pu voir des défauts sur certains, des petits défauts qu'un averti ferait. Ils ont envoyé après une mission 1 semaine après. Encore que les choses n'étaient pas alignées pour moi. Le jour qu'ils ont dit ils arrivent, une grève a commencé sur l'axe et même la T7, c'était impossible. Difficilement, ils ont pu, par la route de l'Embagne, atteindre. Donc, j'ai observé que les choses n'étaient pas alignées parce qu'il y a trop de mauvaises coïncidences. Mais par contre, j'ai fait un voyage récent dans un pays voisin dont je ne peux pas dévoiler parce que les choses sont en cours, où une personne m'a appelé à la maison il y a 2 semaines et demie. Elle dit, ah, Monsieur Kita, j'ai vu vos trucs, je vous en félicite. J'ai un contact dans mon pays, j'aimerais vraiment que vous en profitiez. On peut vraiment vous implanter là-bas facilement. Je prends toute personne au sérieux. Ce jeune-là, je l'ai pris au sérieux. Je dis d'accord. J'ai mis un certain monsieur qui est mon directeur à l'international, qui est basé à Atlanta, qui représente Tulipa à l'international. J'ai dit, occupe-toi de ce jeune-là qui est à Paris, qui me raconte ça, ça, ça. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux.
Les choses se sont déroulées tellement rapidement qu'au bout de 5 jours, je me suis retrouvé devant 2 ministres dans ce pays. J'étais invité à la primature, j'étais invité à la présidence, et ce pays-là me propose même de me donner une usine, c'est-à-dire le hangar déjà construit, climatisé, eau et autres. Tout est prêt. Ils veulent tellement attirer mon usine là-bas que c'est pas possible. Personne ne peut dire non à ça.